Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour cette troisième édition d'ICJ News. Nous sommes toujours ici au sommet de l'élevage qui bat son plein depuis maintenant 2 jours. Alors il n'y a peut-être pas de vaches mais il y a des moutons comme vous pouvez le voir à côté de moi, de beaux et jolis moutons. Alors sans plus tarder, les titres. En plein dans l'actualité, l'accord du Mercosur continue de faire polémique dans les allées du sommet de l'élevage. Les éleveurs français craignent une concurrence déloyale en provenance d'Amérique du Sud. Et si réduire sa consommation de viande avait un impact positif aussi bien sur notre santé que sur l'environnement? C'est la question posée par nos journalistes qui ont mené l'enquête sur le sujet. Et enfin, la star du sommet d'élevage à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas, c'est l'alpaga qui sera mis à l'honneur en fin de journal. Non au Mercosur, le slogan est partout sur le sommet de l'élevage. Et oui, face à cet accord commercial entre l'Amérique du Sud et l'Union européenne, nos éleveurs se sentent en danger. Un reportage d'Hugo Desmoulières et Lucas Lemercier. C'est l'accord commercial qui fait tant parler. L'Union européenne et le Mercosur sont sur le point de s'accorder sur la suppression de plus de 90% des droits de douane aux produits qui transitent entre les deux zones. Cela concerne notamment le marché de la viande. Problème, les normes imposées aux éleveurs ne sont pas les mêmes à travers le monde. Nous, en tant qu'éleveurs aujourd'hui, la crainte qu'on peut avoir, c'est l'importation de viande étrangère avec pas du tout les mêmes normes qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, on est très propre, je dirais, l'élevage français. Et demain, se mettre en concurrence avec des pays qui ne sont pas forcément, même pas du tout à la même chose, on en est loin, quoi. Si le prix de la viande française vient à grimper, les consommateurs seront-ils prêts à faire un effort ou feront-ils le choix d'une viande importée à prix cassé et moins qualitative? La qualité sans hésitation. Et en manger moins, mais manger mieux la qualité. Moi je peux mettre n'importe quel prix sur une viande si elle est bonne. Bon, faut regarder un peu le prix, mais de la viande un peu d'ici, ouais. De qualité, quoi. Ouais, de qualité aussi. Le 3 septembre dernier, la Commission européenne a validé le projet d'accord du Mercosur, mais en France, la profession tire la sonnette d'alarme sur la concurrence déloyale. Nous les éleveurs avons peur que cette viande-là arrive sur le marché demain, sur le marché français mais aussi européen, parce que quelque part on ne réagit pas uniquement en tant que français, là c'est un problème européen. J'ose espérer qu'on a encore une certaine latitude pour empêcher cela et qu'on puisse mettre des taxes importantes qui permettraient à la fois de différencier sur le territoire nos viandes françaises des autres viandes et que les viandes importées soient taxées beaucoup plus que ce qu'elles sont aujourd'hui. Dans le pays, les personnalités politiques pointent elles aussi un accord qui va à contresens de l'intérêt des éleveurs français et européens. Mais en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des dirigeants politiques qui demandent tout et son contraire, qui demandent à la fois d'être compétitifs avec les fermes-usines brésiliennes et en même temps de faire monter en gamme. C'est pas possible, il faut choisir. La France est le principal État qui s'oppose à ces accords, mais il pourrait être ratifié d'ici la fin de l'année par l'Europe et le Mercosur. Comme chaque année, le sommet d'élevage accueille un invité d'honneur. Et pour cette 34e édition, c'est le Maroc qui est sur le devant de la scène. Seulement, les visiteurs savent-ils pourquoi? Le verdict avec Angèle Nivol et Naufel Lepti. Le Maroc est mis sous le feu des projecteurs pour cette édition 2025. Malgré cela, bon nombre de visiteurs en ignorent la raison. Non, j'en ai aucune idée. Je suppose que c'est des échanges entre les éleveurs ou pour des cultures peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, je sais qu'il y a tout un enjeu par rapport au pastoralisme, mais je ne me suis pas encore beaucoup penché sur la question du Maroc au niveau du sommet. La raison de ce choix est simple. Depuis 1 an, le Maroc a signé une quarantaine d'accords avec la France dans le domaine agricole pour un montant de 11 milliards d'euros. Une invitation qui prend donc tout son sens. C'est une occasion pour mettre le point sur les accords qui ont été signés auparavant entre les deux côtés, français et marocains. Deuxièmement, c'est une occasion pour relancer et lancer des relations B2B entre les professionnels des deux secteurs. Et troisièmement, c'est une occasion pour présenter les avancées, ce qui a été réalisé par le Maroc dans le cadre de l'agriculture, d'élevage en particulier, face à des multiples changements, notamment des changements climatiques et de la souveraineté alimentaire. Un partenariat qui semble parti pour durer. Dans un futur proche, des étudiants marocains dans le secteur de l'agronomie viendront achever leur formation avec un stage en France d'une durée d'1 à 3 mois. Qui dit élevage dit forcément viande. Baladez-vous dans les allées et vous en croiserez pour sûr. Mais pour des questions écologiques ou de santé, faut-il réduire sa consommation de viande? Camille Le Guen et Juliette Balzer ont mené l'enquête pour vous. Venez manger les bonnes saucisses en vrac! Les fameuses saucisses aligot. On mange
mange pas mal de viande, on est réputé pour ça, les Auvergnats, saucissons, jambon, on a du choix en fait en Auvergne. Traditionnelle, la viande est omniprésente dans nos assiettes. En France, elle est au cœur des débats entre ceux qui défendent sa consommation et ceux qui veulent la diminuer. On leur a demandé quelle en est leur consommation. Si je suis mes parents, c'est tous les jours. Si c'est moi qui cuisine, beaucoup moins. Ouais. Pour moi, quand j'achète de la viande, c'est important de faire attention à d'où est-ce qu'elle provient et dans quelles conditions les bêtes elles ont été élevées. Aujourd'hui, la consommation de viande qu'on a pour l'ensemble de la famille, elle est quasi quotidienne. Globalement, les vaches que j'ai autour de chez moi, c'est malheureux à dire, mais c'est les vaches que je vais manger. Je consomme de la viande matin, midi, soir, en général, tous les jours de la semaine. C'est mon père qui est boucher dans le Loiret. Et du coup, ce qui a fait que j'ai mangé de la viande et j'aime manger de la viande. Membre du comité directeur de la coordination rurale Union nationale, Thierry Lebègue nous livre ses recommandations. L'idéal, c'est d'en manger au moins une fois par jour. Et après, il faut varier. Manger de la viande, c'est bon. C'est bon pour tout, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'environnement. On ne mange pas que des végétaux. En plus de ça, on est des omnivores. Hein, donc, on nous a fait avec des dents, c'est quand même pas pour manger que des légumes, quoi. Partisan de la consommation locale, le 4e vice-président de la coordination rurale rappelle la sûreté de la viande française. On a plein de normes qui sont respectées et qui sont respectables. Donc le consommateur, il peut prendre du produit français les yeux fermés. Le consommateur, il faudrait, avant de choisir ce qu'il va acheter, qu'il regarde surtout les étiquettes. L'Hexagone figure parmi les plus grands consommateurs de viande d'Europe. Un Français moyen en consomme 45 kg par an. Les gens adorent. Ils ne vont pas s'arrêter comme ça. À côté, 6% de la population se revendique comme végétarienne. Mais alors, manger de la viande est-il vraiment essentiel pour notre santé? Toute viande ne se valent pas. La viande rouge, on essaye de limiter à 250 grammes semaine. Au-delà, ça peut avoir un effet qui peut favoriser donc, les cancers colorectaux, notamment. La viande a tendance à être aussi un petit peu plus grasse que du poisson, par exemple, et des graisses qui sont pas forcément très intéressantes. Mais alors, quelles sont les clés pour être en bonne santé sans manger de chair animale? Vous pouvez tout à fait être en bonne santé sans manger de viande. Si on ne mange pas de viande, moi je vous conseille d'avoir une consommation régulière d'œufs et de poissons, ou des alternatives végétales en associant légumineuses et céréales. Pourtant, si la viande n'est pas mauvaise pour la santé, lorsqu'elle est consommée avec modération, elle n'est pas pour autant indispensable. Concrètement, on peut très bien être en bonne santé sans en manger du tout. L'essentiel, c'est l'équilibre dans l'assiette. Domaine en pleine expansion, l'intelligence artificielle ne cesse de faire parler et s'infiltre dans toutes les strates de la société. Et évidemment, l'agriculture n'y échappe pas. Pour en parler, Tiliane Auriol reçoit un expert sur le sujet, Alban Pobla. Bonjour, Alban Pobla. Vous êtes directeur du pôle Smart Decision chez Innoval. Qu'est-ce que ça comporte comme rôle? Alors mon rôle, c'est de piloter un ensemble d'entreprises qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle et qui font des solutions de monitoring des élevages, des cultures et des machines agricoles pour le compte des éleveurs de la coopérative, mais aussi pour le compte d'éleveurs qui sont un peu partout dans le monde. Pour vous, à quel point l'intelligence artificielle peut-elle transformer l'agriculture? Déjà, j'apprécie que vous disiez transformer et pas révolutionner. On oppose toujours ces deux concepts. Je pense qu'effectivement, l'IA, aujourd'hui, elle transforme les pratiques en apportant aux éleveuses et aux éleveurs des outils qui leur permettent de mieux décider au quotidien. On va capter des données brutes sur les élevages, on va les analyser, on va les comparer à des modèles théoriques, zootechniques ou agronomiques, et on va être capable de prédire des causes négatives sur la production, par exemple. On va être capable d'anticiper ces causes-là et on va être capable de faire de la prescription. On va donner des conseils à l'éleveur ou à l'éleveuse, à l'agricultrice ou l'agriculteur, pour opérer sur son élevage, ses cultures ou ses machines. Avez-vous justement un exemple concret d'utilisation de l'IA dans l'agriculture? Voilà, la diffusion de nos solutions dans les fermes nous a permis de voir par exemple que des vaches restaient que 8h30 couchées à l'étable. C'est une phase pendant laquelle elles ruminent, donc elles produisent du lait.
alors qu'elles ont besoin de 11 heures de couchage pour pouvoir bien produire tout le potentiel de lait. Et ça, c'est l'IA qui a permis de voir ça. En ayant des capteurs, en ayant des caméras, en observant les animaux, on a été capable de voir qu'il y avait un problème à ce niveau-là et on a été capable de recommander aux éleveurs qui avaient ce souci-là d'améliorer la circulation dans le bâtiment, d'améliorer l'accès à l'abreuvoir, faire en sorte que l'ambiance du bâtiment soit meilleure pour que la vache reste plus longtemps couchée et produise tout son potentiel de lait. Justement, est-ce que le développement de l'intelligence artificielle ne va-t-il pas créer certaines inégalités parmi les agriculteurs? C'est un vrai enjeu de développer des outils d'intelligence artificielle adaptés à toutes les fermes, de toute taille, à quel que soit le mode de production, conventionnel, bio, etc., etc. Et donc c'est tout l'enjeu de toutes les entreprises du pôle Smart Décision, mais aussi de la coopérative vis-à-vis de ces éleveurs, de leur apporter des outils qui sont adaptés à leur mode de production, à leur taille d'entreprise. Maintenant, vous avez raison, c'est plutôt les entreprises aujourd'hui agricoles qui veulent être performantes, très performantes, qui ont recours à nos outils. L'IA ne fait que commencer à transformer la pratique, mais bientôt dans le futur, il faudra effectivement faire en sorte que toutes les fermes aient accès à ces technologies-là. Parce que de nos jours, en termes de prix et d'installation, c'est beaucoup plus compliqué pour les petits éleveurs. Là, vous posez la question de la rentabilité de ces solutions-là. Et c'est vraiment ça sur quoi on travaille dans le groupe Innoval. On a tout un pôle innovation qui, à travers 20 fermes expérimentales, est capable de tester toutes les solutions pendant 1 an, 2 ans et d'établir s'il y a un ROI ou pas. Parce que nos éleveurs, de toute façon, ils ne nous achèteront pas nos solutions s'ils ne gagnent pas de l'argent. Donc vous avez raison, il y a un investissement à consentir, mais nous, on a calculé le prix de revient et surtout le retour sur investissement pour chacune de ces solutions. Et on ne proposera jamais une solution qui n'est pas rentable parce que personne ne l'achètera. Justement, dans le futur, se dirige-t-on vers une agriculture purement connectée ? Alors on aura de l'ultra-connexion même. Bien sûr qu'il faut être connecté puisqu'on collecte des très grosses masses de données et qu'on a besoin d'échanger aussi avec des tiers, avec l'État, avec des coopératives, avec des vétérinaires par exemple. Et donc on a forcément une dimension connexion de la ferme qui va augmenter. Avec, ça peut être la 4G, ça peut être le satellite, enfin, tout est possible, ou des connexions bas débit, LoRa par exemple pour connecter les capteurs entre eux. Donc je suis tout à fait d'accord de dire que la ferme va être connectée, c'est clair. Justement, on peut raccrocher ça à d'autres problématiques sur d'autres domaines. Ne faut-il pas en avoir peur justement de cette présence de l'intelligence artificielle dans l'agriculture ? C'est tout le travail qu'on fait chez Innoval en testant pendant 2 ans nos propres outils, en ne prenant pas des outils d'extérieur, en sachant pas ce que font ces outils. L'idée, c'est vraiment d'aller prouver qu'on sait ce qu'il y a dans ces outils et ce qu'ils recommandent, 1. Et 2, le fait d'avoir peur, c'est souvent un problème d'acculturation. Donc nous, par exemple, on forme nos éleveurs à la bonne utilisation de nos outils. C'est 2500 éleveurs par an qui sont formés. Et ça va être aussi de former les ingénieurs, les futurs agriculteurs dans les écoles d'agriculture à la bonne maîtrise de ces outils-là. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Avec plaisir. Merci. Maintenant, revenons à nos moutons, si vous me permettez l'expression. Et en parlant de moutons, il y a un invité un peu plus exotique qui s'est installé juste à côté d'eux, l'alpaga. Originaire d'Amérique du Sud, c'est la première fois qu'il est présent au sommet de l'élevage. Pierrick Mueza et Enzo Amiro. Et oui, Selim, il n'y a pas que des chevaux ou des moutons au sommet de l'élevage. Les visiteurs découvrent avec joie ces drôles de bêtes reconnaissables à leur allure tranquille et leur laine soyeuse. Sinon, ça change de voir des animaux qu'on ne voit pas souvent dans notre campagne. C'est assez chouette, je trouve. C'est un animal qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors c'est trop mignon, trop beau, vraiment. Ils sont, c'est craquant quand même. C'est lequel vous préférez entre les deux ? Alors je suis fan des animaux, je vais vous dire le blanc, mais l'autre est craquant aussi. L'absence des bovins en déçoit certains, mais la présence des alpagas, elle, ne laisse personne indifférent. Les alpagas sont la star du salon cette année et je trouve ça génial. Moi, mes animaux préférés du salon, normalement, c'est les vaches. Mais bon, cette année, à cause de la maladie, ils n'ont pas pu venir. Et puis non, ils sont bien mignons, ils sont là, ils se laissent caresser. Alors non, c'est plaisant à voir. C'est l'association Arsène qui présente pour la toute première fois ces animaux au sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne. C'est très important de représenter l'alpaga. Donc les alpagas sont utilisés principalement pour la laine, sont élevés pour la laine. Après, vous pouvez avoir de la médiation animale. Vous pouvez faire du loisir, donc des balades avec les alpagas. Sur le stand, on retrouve des peluches, des sacs, mais aussi des vêtements fabriqués à partir de leur laine reconnue pour sa douceur et sa chaleur. Tout à fait. Les vêtements sont 100% alpaga. C'est une laine très fine, très chaude.
L'alpaga est vraiment élevé pour la laine avec une belle palette de 16 coloris naturels avec 90 nuances. L'association Arsène espère revenir l'an prochain et pourquoi pas organiser un concours comme c'est déjà le cas chez les éleveurs de moutons. Et il est l'heure à présent pour votre moment préféré, le GOAT du jour. Et notre GOAT pour aujourd'hui, c'est Marine. Et visiblement, elle avait faim, vous allez voir, elle a mangé à tous les râteliers. J'ai aucune idée de où on va, mais aucune. Ça fait 3 jours que je suis là. Pas compris. Regardez qui j'ai croisé. Hello! T'es content d'être là? Merci! Merci! C'est dégueulasse. Merci! Merci! Vous avez à manger? Non. Je suis pas loin, franchement. Are you happy to be here? Ouais. Ça marche mieux dans ma tête. Bon, et ben j'ai gagné un lot surprise. Elle m'a demandé si je voulais une balle anti-stress ou un sac. Du coup, j'ai dit une balle anti-stress. Et j'ai eu un sac. On a trouvé le sosie de Paul White. Ah, ben voilà. C'est pile poil ce qu'il me fallait. J'ai fait une super photo juste pour vous. Est-ce que vous voulez bien me l'échanger contre quelque chose? Je vous avoue que j'ai un petit creux. Nope. Bon. Merci, au revoir. Et c'est pas ce qu'il perd. Bonjour monsieur, est-ce que pour une petite photo, vous me donnez quelque chose à manger? Il m'a donné une saucisson. Pas voulu ma photo. Bon bah finalement une photo de moi, ça vaut pas bien plus qu'un verre de jus de pomme. À la vôtre. Et c'est à présent la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous pour cette 3e émission au sommet de l'élevage. Et merci à l'élevage Gaec-Meunier et à ses magnifiques moutons charolais. Demain pour la dernière, on retrouve Alexandre Brissier à la présentation. Et moi je vous souhaite une belle journée.